Bonjour, groupe. Deux mises en contexte. La première, Ludo, qui l'a dit, je remplace au pied levé. Lundi, moi, j'étais à Montréal, la vie était belle, je faisais ma lessive, ma valise, d'ailleurs, 24 heures à l'avance, alors d'habitude, c'est 24 minutes. Téléphone sonne, ça marque Ludovic Dublanchet, je réponds, il dit « Paul, c'est Ludo ». Jusque-là, tout va bien. Il me dit « Paul, c'est Ludo, je suis avec les amis, sur le boulevard des Pyrénées, on prend un verre. » Donc, je me suis dit « C'est définitivement Ludo ». Et j'aurais dû me douter qu'il y avait quelque chose, parce que pour qu'il m'appelle pour parler de son quotidien et d'un moment qu'il vit, j'aurais vraiment dû me douter. Il dit accepterais-tu de lever, de remplacer au pied levé quelqu'un qui s'est blessé le ménisque? Alors, je me suis dit j'aurais pu tourner les talons. J'aurais pu prendre mes jambes à mon cou, mais je me suis dit, au final, ça me ferait une belle jambe. Comme quoi, les jeux de mots, il n'y a pas juste M. Dution qui est capable d'en faire. Donc, je n'avais pas de sujet. Il m'a dit, tu vas parler de surtourisme parce que, bon, quand tu parles de surtourisme, les veines de ton front apparaissent. Et autre élément de contexte également. Oh, il y a une faute. Ah, oui, c'est ma faute. Deuxième élément, hier, il y avait le Burger Quiz qui était excellent. Et on a vu les 3 meilleurs conférenciers de l'histoire des ET. Je n'étais pas là-dedans. Et il y a une raison. Ludo me montre les commentaires par la suite. Il dit, le Canadien, il parle trop vite. Et avec l'accent, on ne comprend rien. Alors, je vous dirai la chose suivante. Au Québec, on dit exactement la même chose. Alors, cessez d'être chauvin. Je parle trop vite et mal partout. Sur tourisme, c'est vrai que ça me fâche. Il y a Laurent Cage aussi qui est comme moi. Nous sommes la seule industrie qui se flagelle de la façon suivante en disant, en investissant des millions, des dizaines, des centaines de millions d'euros dans la promotion du tourisme et en disant, du même coup, il y en a trop. Là, on dépasse la schizophrénie. On est dans soit le déni, soit dans une espèce de fuite en avant, mais c'est incroyable, ou une espèce de masochisme. Nous sommes la seule industrie qui se plaint de trop réussir. Laurence est venue nous parler de l'expérience, et là, tout d'un coup, on ne devrait pas le faire parce que, hey, vous êtes nombreux en haut, bonjour. Parce que vous êtes trop nombreux. Et je pense que le terme de surtourisme, lui-même, est porteur de quelque chose de très laid, d'une mauvaise compréhension. On pourrait imaginer à la rigueur qu'il y a, c'est le titre, du surmarketing. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas quelque chose de paradoxal de faire en sorte et de dire qu'on travaille, on a des structures, des offices de tourisme qui font de la promotion du tourisme. Surprise, ça fonctionne. Et on est comme, et les mecs, ça fonctionne, donc il y en a trop, donc il faut arrêter. Non, ça ne se peut pas. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une absence, je dirais, de sous-gestion. Le fameux M, on dit des Destination Management Organization, puis on est très fiers du M. L'an dernier, je faisais la leçon en disant, le M, il faut le gagner, il faut le mériter. C'est pas tout cuit dans la bouche. Et c'est probablement le premier choc de relations publiques et de relations médiatiques qu'on vit comme industrie qui dit, vous devez trouver un sens à votre travail puisque vous réussissez très bien à attirer des gens qui sont de plus en plus nombreux. J'y reviendrai tout à l'heure. S'il y a un problème de surtourisme, à mon avis, il y a un problème de trop d'humains sur la Terre. Le problème, à la base, il est là. 8,5 milliards, il y en avait 6 milliards quand je suis né il y a 50 ans, 51 ans. Donc, le problème, il est là, il y a trop de gens. Puis vous connaissez les chiffres, on a entendu parler. Années 50, 50 millions de voyages internationaux. En 1990, on est rendu 10 fois plus à 500 millions. En 20 ans, on rajoute un autre 500 millions de voyages internationaux, on a 1 milliard. Et maintenant, en moins de 10 ans, en 2019, on sera rendu à 1,5 milliard, un autre 500 millions de plus. Il est là le problème. Il est là le problème parce que, effectivement, la classe moyenne arrive, la population explose, tout ça se passe en Asie-Pacifique. Sans surprise, l'atelier que vous avez fait sur les vidéos, ben oui, nos amis chinois et de l'Inde et tout, ils regardent les vidéos, ils trouvent ça chouette et ils se disent, on va aller en France, ça a l'air vraiment chouette ce qu'ils font. Ça a l'air d'être un très beau pays. Et là, on est étonné, on dit, ah non, on ne veut pas, certainement pas. Parce que nous, on a fait la fête pendant 50 ans, 60 ans, et là, maintenant, on se rend compte qu'on saccage la planète, alors, les amis de l'Asie, là, vous allez rester à la maison. Ça ne se passera pas comme ça. Même si on le voulait, même si on le souhaitait, j'entendais les gens, il faut mieux choisir les clientèles, comme si on avait le choix, comme si on avait quelque part la télécommande en disant un peu plus de chinois, on en fait moins, non, pas ça. Ça n'existe pas, les amis, ça n'existe pas. Et donc, il y a ce problème de sous-gestion et certainement un problème d'absence de planification. Je le dis, nous sommes schizophrènes. On travaille très fort à finir les gens et quand ils arrivent en nombre important, on fait comme « Oh merde, qu'est-ce qu'on fait maintenant? » C'est essentiellement mes propos. Donc, trop d'humains sur la Terre et au mauvais endroit qui plus est. C'est rigolo, oui. On devient de plus en plus urbain.
Et le touriste urbain, Pierre va être content de l'entendre, est lui-même à la recherche d'urbanité et la découverte de l'autre. Et on l'a vu, mais c'est assez incroyable, même le transport, on dit on pourrait être où on veut au moment où on part. Tout ça aura des conséquences. Tout ça aura des conséquences réelles sur nos territoires, sur nos destinations, sur la façon qu'on va accueillir. Premier problème, donc trop de monde. Deuxième élément qui est très simple, c'est tiré d'une étude pertinemment scientifique en anglais. Vous voyez, il y a un gros budget ici avec l'infographie. Le surtourisme touche 3 éléments. Hein. J'aime à dire, le surtourisme est une question localisée dans le temps et dans l'espace. Quand on entend surtourisme, on a l'impression, quand on entend ça dans les médias, qu'il y a 365 jours par année, 24 heures sur 24, trop de gens à un endroit. C'est pas vrai. J'aime à dire, est-ce qu'on dit acheter les cadeaux de Noël ici en France, hein, les emplettes de Noël? Le 24 décembre, si vous allez aux Galeries Lafayette, je ne l'ai jamais fait, mais j'imagine que vous ne serez pas seul. Et je ne crois pas que les commerçants parlent à ce moment-là de surcommerce de détail. Et je ne crois pas qu'ils s'en plaignent. Mais nous, on est comme surtourisme, on s'en plaint. Fabuleux. Donc, il y a un problème de croissance. Et sans surprise, on y a travaillé très fort et on a mis des efforts colossaux. Il y a un phénomène de concentration, c'est-à-dire, oui, il y a des endroits où il y a trop de gens. Je lisais dans les journaux, c'est fabuleux. Le Louvre, les files, les queues, c'est incroyable maintenant. Est-ce que ça dérange un seul Parisien que les queues au Louvre soient plus longues? Il n'y a pas un Parisien qui y va. S'il y a des queues également pour aller faire la Tour Eiffel, il n'y a pas un Parisien qui y va. Qu'est-ce que ça dérange? En quoi c'est le signe de quelque chose qui ne va pas? Et il y a donc un phénomène de gouvernance qui est essentiel. Effectivement, cette planification-là nécessaire de réfléchir par des politiques publiques, par le fait que nous sommes les spécialistes de la destination, les spécialistes de la clientèle touristique, et qu'on a probablement un rôle extrêmement important à faire de représentation auprès des élus, auprès des gens, en disant voici ce qui va se passer, voici ce que le fruit de notre action, voici comment ça doit être prévu dans des politiques publiques à long terme. Et c'est assez incroyable. Excusez-moi, j'en ai trop. C'est un problème, je l'ai dit tout à l'heure, médiatique. En 1964, un géographe qui s'appelait Walter Christaller a écrit 64 sur le tourisme en Méditerranée. C'est un géographe, il disait « Ah, ben c'est horrible, finalement, il y a trop de monde, Saint-Tropez, ben... » Et finalement, il y avait les gens qui étaient très bien au début, qui ont découvert la destination, puis après ça, ben, les gens de province sont arrivés, puis c'est horrible, puis c'est plus comme c'était. Et on l'entend partout. On parlait du Burning Man hier. Ceux qui ont fait Burning Man il y a 20 ans disent que c'est plus ce que c'était. Et c'était toujours mieux avant. C'était toujours mieux avant. Et donc, on est dans cette situation-là maintenant où il y a une position morale de condescendance en disant, bien là, il y a trop de gens dans la destination, ça va s'en aller. Donc, en 1964, Christaller disait déjà, ben oui, il y a un cycle de vie des destinations qui deviennent à la mode, puis après ça, ben, ça sera une nouvelle destination. En 1980, c'est Butler qui disait, un géographe canadien, qui est arrivé avec la même conclusion en disant, il viendra un moment où dans une destination qui est trop populaire, elle sera donc surchargée et les gens iront ailleurs. On n'a rien inventé. Et pourquoi donc depuis 2 ans on parle de surtourisme? Hein? Puis regardons ici les recherches sur Google. Hein? En 2014, si on regarde le terme « over-tourism » avec et sans trait d'union, ça a explosé les recherches. Pourquoi? Parce que les journalistes, les gens des médias ont soutenu le terme de surtourisme et nous appellent, moi je suis interpellé où on me dit c'est une réalité, c'est un fait. On me parle du surtourisme. Et je parlais à un très bon journaliste de Radio-Canada qui me dit ça, puis je dis « OK, monsieur, il s'appelle monsieur Duchesne, André Dufresne. Et donc, vous avez l'air convaincu, M. Dufresne, qu'il y a du surtourisme. Alors, donnez-moi un exemple en Amérique du Nord d'une ville où il y a des problèmes patents de surtourisme. Et là, il y a eu un silence d'1 minute. Là, je dis, vous savez, moi, j'ai fait un doctorat en tourisme. Ça fait 25 ans que je regarde le phénomène. Je n'ai pas des parts, je ne suis pas actionnaire du tourisme. J'ai aucune raison d'être pour ou contre. Mais il n'y en a pas de problème. Et là, il a dit, mais oui, vous savez, Dubrovnik, Amsterdam... Barcelone et tout et tout. Ah, ça, c'est chouette. Et ça, c'est toujours la même chose qu'on nous donne comme exemple. Puis, effectivement, bien, le même chercheur est arrivé à la même conclusion. Quels sont, dans les médias, il appelle ça les points chauds dans les médias, quand on parle de surtourisme, quels sont les termes utilisés? On parle donc de la ville. C'est incroyable, parce que le surtourisme, avant, c'était des milieux fragiles. C'était des milieux, le Machu Picchu, par exemple. Le terme, donc, c'était la capacité de portance, comment un milieu était capable de recevoir de gens, des milieux qui étaient fragiles. On transpose ça dans des milieux qui ne sont absolument pas fragiles. Montréal n'est pas fragile. Toronto n'est pas fragile. Paris n'est pas fragile.
Et donc, on est parti, et ça, c'est une analyse ici des termes qui a été faite auprès de 200 articles qu'il a analysés. Évidemment, on parle de Barcelone, Venise, Dubrovnik et Amsterdam. Incroyable. Est-ce que le tourisme a arrêté dans ces 3 villes-là? Est-ce que on avait les gens d'Amsterdam, je l'ai loupé hier, hein? Ils ont fait 2 choses très agressives. Hein. On nous dit à quel point Amsterdam a pris le développement du tourisme au sérieux. Essentiellement, je suis allé voir qu'est-ce qu'ils disent. C'est quand vous êtes à Amsterdam, faites comme à la maison, ne faites pas des choses, donc faites pas pipi en sortant des bars à 3 heures le matin, fumez pas du cannabis et parlez pas trop fort. J'étais, oh, c'est audacieux, ça, comme gestion. C'est pas rien quand même. Et ils ont dit, on a fait un moratoire, on a arrêté hein, la croissance du tourisme. Bravo. Ce qu'ils ont oublié de dire, c'est qu'il y a 8000 chambres d'hôtel qui sont encore en construction et un terminal de croisière tout neuf qui s'il n'est pas ouvert, va ouvrir bientôt. Et je présume que l'administration municipale ne fera pas venir de bateaux parce qu'on arrête le tourisme. C'est important d'arrêter. Donc, on met des centaines de millions dans un terminal, puis là, on va faire « Oh, non, 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 il n'y aura pas de bateau. » Même chose avec Venise. Venise, allez voir le programme des croisières en 2020 et 2021. Vous pouvez déjà acheter sur toutes les grandes compagnies de croisières des excellentes croisières. Elles sont déjà programmées. Alors, mon œil il y a trop de touristes, puis on prend le taureau par les cornes et on arrête ça. Nos amis de Barcelone, ils ont crié fort, hein, comme quoi il y avait trop de touristes. Je suis allé voir les états financiers de Visite Barcelone. 54 millions de dollars, 54 millions d'euros, si j'ai bien lu ça en catalan, peut-être je me suis trompé un peu, dont les 2 tiers sont en marketing. Alors, la ville que tout le monde donne en exemple en disant, eux aussi trouvent qu'il y a trop de touristes, visiblement, il y a des gens qui ne se parlent pas dans la destination. Et donc, on est dans une logique, effectivement, c'est facile, il y a des raccourcis, de dire il y a trop de touristes, il y a trop de gens, donc ils sont trop nombreux, et il y a un repli identitaire derrière tout ça, on le comprend très bien. Hein? On se rappelle la vieille adage qui disait le touriste, c'est quoi? Bon. Siri s'imagine que je suis en train de lui parler. Non, je ne te parle pas. Merci. Finalement, le tourisme, c'est quoi? C'est des gens qui vont visiter des gens qui n'ont pas besoin d'eux, par des gens qui auraient mieux fait de rester chez eux. Et on l'apporte trop, ce message-là. Et je trouve ça, évidemment, très horrible. Je vais juste me rappeler. Est-ce que j'ai les chiffres ici? Non, j'oublie. Non, je reviens en arrière. Excusez-moi. Pour ce qui est des villes, donc, j'ai parlé de ces villes-là dans le top 100 des villes les plus visitées sur la planète, où apparaît Barcelone, 23e position. Qu'est-ce qui se passe avec les 22 premières? Sachant que la première, qui est Hong Kong, je crois, par les temps qui courent, un peu moins de touristes, on a 3 fois plus que Barcelone. Pourquoi dans les 22 premières, il n'y a aucun problème, à la 23e, il y en a. Et après ça, il faut aller à la 32e position pour retrouver Amsterdam, et après ça, il faut aller en 40e position pour trouver Venise. Et si vous voulez parler de surtourisme, on va être honnête, visiblement, les gens de Venise ont les médias plus enflammés parce que Rome est loin devant Venise. Et si on veut parler de surtourisme, je pense que Rome l'a compris. Mais avec le Vatican, peut-être qu'ils sont plus... ils savent la valeur de l'argent, quoi. Ceci explique cela. Et un message que je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'impact de visiteurs sur les destinations, que le transport n'a pas d'impact climatique, gaz à effet de serre. Je ne veux pas faire de la négation. Ce n'est pas le rôle ici de nier cette chose-là, mais il faut avoir un certain recul critique. Et moi, j'ai fait le test en partant. Nous, les Canadiens, j'ai discuté souvent avec Guillaume Cromer. Premier élément, c'est que les solutions ne sont pas universelles. J'ai répondu à une journaliste la semaine dernière, c'est incroyable. Elle a fait donc un terminal de croisière à Québec qui va être construit, donc c'est horrible, il va y avoir trop de gens, ils vont prendre d'assaut le Vieux-Québec, ça va être horrible. On parle de 160 000 croisiéristes. On est très loin des 700 000 croisiéristes à Dubrovnik pour 45 000 habitants. Et elle a dit, ben voilà, il y a une étude qui a démontré en France qu'à Barcelone, c'est une étude française, mais qu'on fait à Barcelone, le bateau pollue comme 250 000 bagnoles, et voilà, donc il n'y a aucune raison de croire que ce n'est pas la même chose à Québec. Ben oui, il y a des raisons de croire. Parce que les normes ne sont pas les mêmes. Parce que Québec, le fleuve Saint-Laurent, fait partie d'une zone d'émissions contrôlée. C'est une entente entre le Canada et les États-Unis sur le contrôle. Il y a 15 fois moins d'émissions. Et je vais revenir sur le thème de fatalité. On ne peut pas poser l'actuel comme étant une vérité universelle et quelque chose à laquelle on est soumis, à laquelle il n'y a pas de réponse. Si on parle de gouvernance, si on parle de gestion, il y a effectivement moyen de trouver des solutions qui fait qu'en sorte qu'un navire qui va dans le fleuve Saint-Laurent a 15 fois moins d'émissions que s'il a, parce que les normes sont beaucoup plus laxistes ici en Europe. Aussi simple que ça. Il existe des solutions.
Et la solution, ce n'est pas de cesser. C'est pas la solution, ce n'est pas de lancer des tomates aux touristes qui viennent. La solution est de réfléchir aux impacts et d'y répondre. 15 secondes, j'ai presque terminé. On est dans une époque anxiogène. On parle éco-anxiété actuellement. Guillaume Cromer est un exemple patent. On voit que Guillaume n'est pas heureux, on voit qu'il est traumatisé, parce qu'il sent que la fin est proche. Et dans ce contexte-là, on est à la recherche de coupables. Et c'est facile de trouver un coupable. Puis le touriste, qui est tellement trivial dans la tête de plusieurs, est le coupable tout désigné. Le fly shaming, tu as pris l'avion, c'est incroyable, comment tu peux prendre l'avion? Si on colle tous les avions au sol pendant 1 an, on aura réglé 2 du problème. Ça ne veut pas dire que chaque geste ne compte pas, puis blablabla, mais la réalité, c'est que notre empreinte, moi comme Québécois, c'est 43 de mon empreinte est essentiellement dans ma bagnole. Et elle est là, la réalité. Alors, si je pense que j'ai changé la vie en arrêtant de prendre l'avion, visiblement, il me passe un message, lui, ici. Hein? Donc, il faut arrêter le shaming, il faut arrêter de le faire. Donc, effectivement, est-ce que c'est une fatalité? Non, ce n'est pas une fatalité. Je vous invite à réfléchir comme directeur, directrice, membre, collaborateur d'Office de tourisme. Vous faites partie de la solution. On ne peut pas collectivement accepter d'utiliser le terme, de relayer, d'être des porteurs de ce thème-là sur tourisme. On doit être au contraire des gens qui vont dire, nous sommes capables de faire un meilleur marketing, on est capable de faire une meilleure gestion, et on doit être impliqué dans des politiques publiques à long terme pour amener des éléments de solution que nous maîtrisons, et en collaboration avec d'autres secteurs qui nous amènent des éléments de réponse. L'Hyperloop est un élément de réponse, par exemple, il y en a plein. Et ça ne sera pas une solution demain matin, ça va être une solution à long terme, donc je vous invite collectivement à réfléchir comme ça. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Paul.